Pour le 20e anniversaire de mon frère, ma mère a levé son verre. Un toast, a-t-elle dit, à notre garçon en or et à sa sœur, qui lui achètera l'Alpine qu'il mérite. Des rires ont éclaté dans le jardin comme des applaudissements. Mon père a hoché la tête. Mon frère a eu un sourire suffisant. Même les voisins ont souri, pensant que c'était une blague. Ce n'en était pas une. J'ai senti la douleur avant même que le verre ne touche la table. Mon pouls a ralenti. Mon sourire s'est figé. Et pour la première fois, je les ai vus exactement tels qu'ils étaient, beaux, cruels, et certains que je ne me défendrais jamais. Ils avaient tort. Car l'appel suivant qu'ils ont reçu n'était pas de moi. C'était de mon avocat. Vu de la rue, notre maison de Neuilly-sur-Seine ressemblait à quelque chose sorti d'une publicité immobilière, des murs blancs, des haies taillées, un drapeau qui flottait juste comme il faut dans le vent. Les étrangers souriaient et disaient « Quelle charmante famille !» Ils ne voyaient pas le silence sous la peinture. Mon père, Richard Dubois, dirigeait une entreprise de construction et croyait que les gens se brisaient de la même manière que les bâtiments, quand ils cessaient de suivre le plan. Il gérait nos vies comme des plans d'architecte. Chaque choix était mesuré, chaque émotion taillée. Ma mère, Véronique, était la décoratrice de cette illusion. Elle parlait doucement, souriait magnifiquement, et donnait à la cruauté un air de bienveillance. « Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, » disait-elle, juste avant de le décider pour moi. Mon frère, Adrien, était le projet en or autour duquel il construisait tout. De son premier trophée de football à sa lettre d'acceptation à Sciences Po, la maison tournait autour de ses victoires. Mon père l'appelait « l'héritage du bois ». Ma mère l'appelait « la raison pour laquelle nous travaillons si dur ». Ils n'ont jamais dit ce que j'étais, mais j'ai compris que quelqu'un devait tenir le projecteur stable pendant qu'il se tenait dessous. Quand mon grand-père, Henri Rochefort, est décédé, il m'a laissé quelque chose qui ne correspondait pas à leur plan, un fonds en fiducie personnelle. Ce n'était pas énorme, mais c'était à moi, débloqué seulement à mes 24 ans ou plutôt si je faisais face à des difficultés. Grand-père avait murmuré une fois, la liberté a besoin d'un plan de secours. Je ne réalisais pas à quel point il avait raison. J'avais 19 ans quand je l'ai appris. Mon père a qualifié l'idée d'« inutile ». Ma mère a souri finement et a dit, les familles n'ont pas de secret. Mais après ce jour, ils ont commencé à me traiter comme un coffre-fort qui pouvait parler. À 22 ans, je terminais mon diplôme d'écriture créative et je travaillais à temps partiel à la bibliothèque municipale. Chaque soir, je rentrais à la maison pour trouver Adrien au comptoir de la cuisine avec des amis, bruyants et insouciants. « Jus, va nous chercher des chips », criait-il, et je le faisais sans réfléchir. La paix était plus facile que la confrontation. Mon père admirait sa confiance, même quand elle frôlait l'arrogance. Ma mère l'adorait ouvertement. « Il a le feu de ton père », m'a-t-elle dit un jour. « Et ta patience, ma chérie. » Le mélange parfait. Puis elle a ri doucement, comme si c'était un compliment. Après la mort de grand-père, mes parents sont devenus obsédés par l'héritage. Mon père a encadré de vieilles photos de lui serrant la main de responsables locaux. Ma mère organisait des brunchs de charité en son nom. Il ne parlait jamais de deuil, seulement d'images. Puis un soir, alors qu'elle arrangeait des fleurs pour un autre événement, ma mère a dit nonchalamment, « Tu sais, Adrien aura bientôt 20 ans. Ce serait si significatif si tu utilisais ta fiducie pour lui acheter quelque chose de spécial. » J'ai ri, pensant que c'était une blague. Elle, non. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une brochure de voiture sur son bureau, Alpine à 110, forfait prêt à offrir. Mon nom était griffonné sur un post-it collé à la couverture. Quand je l'ai confrontée, elle a souri comme si j'avais mal compris. « C'est juste une idée », a-t-elle dit, pour l'harmonie familiale. Harmonie. Ce mot flottait dans l'air comme un parfum, doux, suffocant. Au dîner ce soir-là, mon père a de nouveau mentionné la voiture. C'est un symbole, Jus. Le succès doit rester dans la famille. Il a posé sa fourchette, le son sec contre l'assiette. Tu t'en occuperas. C'est ce que font les filles responsables. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Le contrôle dans notre maison n'a jamais nécessité de cris. Il avait juste besoin de certitude. Pourtant, je me souviens de la voix de mon grand-père, des années auparavant, basse et certaine. S'il te force un jour à choisir entre la paix et la dignité, choisis la dignité. La paix bâtie sur l'obéissance n'est pas la paix. C'est une cage.
Je ne le savais pas encore, mais la porte de cette cage était sur le point de se fissurer. La nuit du 20e anniversaire d'Adrien semblait mise en scène, comme une pièce qu'ils avaient répétée pendant des mois. Le jardin était décoré de guirlandes lumineuses dorées, la table couverte de lin blanc et de flûtes à champagne. Ma mère flottait d'invité en invité, ses perles captant la lueur. Mon père se tenait droit près du barbecue, serrant des mains, ayant tout l'air du fier patriarche. Je suis resté près du bord de la terrasse, tenant une assiette en carton que je ne voulais pas. Chacun connaissait son rôle. Ma mère, l'hôtesse parfaite. Mon père, le pourvoyeur. Mon frère, la star. J'étais le bruit de fond, jusqu'à ce que mon nom soit appelé. Juliette, a dit ma mère en tapotant son verre. Un toast. Elle a affiché ce sourire de scène qui signifiait le danger. À notre garçon en or, a-t-elle dit, et à sa sœur, qui lui achètera l'Alpine qu'il mérite. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, mais les rires qui ont suivi m'ont dit que non. Les invités ont applaudi. Mon père a hoché la tête. Mon frère a souri d'un air suffisant comme si elle était déjà sienne. J'aurais pu en rire, jouer le jeu comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi s'est brisé, le genre de rupture silencieuse qu'on n'entend que trop tard. Non, ai-je dit, un seul mot. Un silence de mort s'est installé. Même le vent semblait s'être arrêté. Le sourire de ma mère s'est figé en l'air. Le visage de mon père s'est durci. Pardon, a-t-il dit, son ton tranchant comme un rasoir. Je n'utiliserai pas ma fiducie pour lui, ai-je répondu. Ma voix n'a pas tremblé, bien que mes mains l'aient fait. C'est à moi. Le silence qui a suivi semblait vivant, épais et en attente. Puis est venue la main. Ce n'était pas tant une gifle qu'un choc. Un éclair blanc sur ma joue. La foule a eu un hoquet de surprise. La lumière a vacillé. Le verre a glissé de ma main et s'est brisé contre la pierre. Le sourire suffisant de mon frère a disparu. Ma mère a sifflé, souri, Juliette. Tu fais une scène. J'ai souri, mais ce n'était pas celui qu'elle voulait. Plus tard, je me réveillerai sous des néons, le goût de sang et de métal sur ma langue. L'infirmière murmurerait, vous avez de la chance que ce ne soit pas pire. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était le pire. Le bourdonnement des néons aux urgences était plus fort que n'importe quelle voix dans ma tête. Je fixais les dalles blanches du plafond jusqu'à ce qu'elles se confondent. Mon visage me faisait mal, mes côtes étaient serrées, et ma main droite tremblait quand j'essayais de soulever le gobelet en plastique d'eau sur le plateau. Une infirmière prenait des notes sans me regarder. Quand elle l'a finalement fait, elle a dit doucement, la famille. J'ai hésité. Ils ne viendront pas, elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. L'agente Renault est arrivée ensuite, son insigne brillant sous la lumière crue. Elle a regardé la petite cabine, les ecchymoses, le téléphone fissuré sur la table. Vous sentez-vous en sécurité pour rentrer chez vous, a-t-elle demandé. La réponse était non. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Quand elle est partie, j'ai retourné mon téléphone. 12 appels manqués de ma mère. Un message d'Adrien, tu as tout gâché. Je les ai supprimés un par un. Cette nuit-là, quand l'infirmière m'a poussé en fauteuil roulant jusqu'au bureau des sorties, j'ai vu un visage familier qui attendait, Madame Lambert, la bibliothécaire âgée avec qui je travaillais. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle regardait les livres abîmés, en faisant attention de ne pas me faire sentir brisé. Oh, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Tu n'es pas obligée de retourner là-bas, tu sais. J'ai réussi à sourire, ou quelque chose comme ça. Où d'autre irais-je? Elle a glissé une petite carte dans ma main. Il y a de l'aide. De l'aide juridique. Des gens qui savent quoi faire quand les familles franchissent des limites qu'elles ne devraient pas. Plus tard, dans sa voiture, elle m'a conduite à un motel bon marché près de l'autoroute. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste donné son chargeur supplémentaire, m'a dit de me reposer et a promis de prendre de mes nouvelles le matin. Quand elle est partie, le silence semblait lourd mais pur. Pour la première fois depuis des années, personne ne me disait quoi faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais tout copié il y a des mois, les relevés, les paiements, les virements du fonds en fiducie de mon grand-père. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais fait à l'époque. Juste un instinct silencieux qu'un jour j'aurais besoin de preuves. J'ai fait défiler les fichiers, chaque ligne de chiffres brillants, froide et parfaite. Mes parents avaient utilisé ma fiducie pour des vacances,
des rénovations et des dons qui retournaient directement sur les comptes de l'entreprise de mon père. C'était là, la preuve d'un vol enveloppé dans la loyauté familiale. Je me suis souvenu de la voix de grand-père, rauque mais ferme. La liberté a besoin d'un plan de secours, Juju. Garde le tien en sécurité. J'ai ouvert un nouvel email et j'ai tapé un nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des années, Rochefort et Associés, l'avocat de mon grand-père. Il était plus de minuit, mais j'ai tout envoyé, les documents, les photos, même les papiers de sortie de l'hôpital. En objet, j'ai écrit, je pense que mon grand-père s'y attendait. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate, mais à 3h17 du matin, mon téléphone s'est allumé. Maître Rochefort. Vous avez bien fait. Il y a une clause pour cette difficulté. Nous agirons vite. Ne rentrez pas chez vous. Pour la première fois depuis la gifle, ma poitrine s'est desserrée. Au lever du soleil, je me tenais devant le motel. L'air était froid, le ciel commençait à peine à se teinter de bleu. Je regardais les gens aller au travail, une tasse de café à la main, leur vie allant de l'avant. J'étais resté bloqué si longtemps que j'avais oublié ce que signifiait avancer. Quand Maître Rochefort a appelé cet après-midi-là, sa voix était calme, délibérée. Juliette, j'active la clause de difficulté. Elle vous transfère le contrôle total de la fiducie et gèle tout accès de la part de vos parents. J'ai rapproché le téléphone. C'est légal? C'est ce que votre grand-père voulait. Il a dit qu'il l'avait mise là au cas où vous auriez un jour besoin de protection contre eux. Protection? Le mot m'a frappé plus fort que la gifle. Le soir, Maître Rochefort avait obtenu une ordonnance de restriction temporaire. L'agente Renaud a rappelé, confirmant que la paperasse était en cours. Vous avez une fenêtre de sécurité maintenant, a-t-elle dit. Profitez-en. J'ai passé cette nuit-là dans la salle de bain du motel à laver le sang de mes cheveux, le regardant tourbillonner dans le siphon. Le miroir montrait quelqu'un de nouveau. Fatigué, oui, mais éveillé. Quand Madame Lambert m'a apporté le petit déjeuner le lendemain matin, je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans interrompre, puis m'a serré la main. Vous faites quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire, a-t-elle dit. Vous tracez une limite. Cet après-midi-là, j'ai signé le dernier formulaire. Maître Rochefort a envoyé une demande d'exécution d'urgence du contrôle de la fiducie et de protection physique. Ma signature semblait plus stable que je ne me sentais. Il pensait que m'envoyer aux urgences me briserait. Il ne réalisait pas que ce serait l'endroit où j'apprendrais à me reconstruire. J'ai éteint mon téléphone, fermé les stores du motel et murmuré dans le silence, cette fois, ce ne sont pas eux qui décident de la suite. L'après-midi suivant, la maison du bois était exactement la même, pelouse manucurée, clôture blanche, un drapeau flottant doucement dans la brise. On n'aurait jamais deviné qu'à l'intérieur, la famille parfaite en apparence se démenait pour garder sa version des faits cohérente. Depuis la fenêtre du salon, le reflet de Richard Dubois le fixait dans la vitre. « Limitez les dégâts », murmura-t-il. On dit aux gens qu'elle a surréagi. Émotive, instable. Véronique se tenait près de la cheminée, serrant un mouchoir dont elle n'avait pas besoin. Et si quelqu'un publie quelque chose sur la fête? Les voisins ont vu. Alors on ira, coupa Richard. Notre nom a encore une bonne réputation dans cette ville. Adrien faisait défiler son téléphone sur le canapé, la mâchoire serrée. Elle nous a fait passer pour des nuls, papa. Elle reviendra en rampant. Elle le fait toujours. Il avait tort, car à ce moment précis, la sonnette retentit. Véronique ajusta son pull, se ressaisissant avant d'ouvrir la porte. Elle se figea. Devant elle se tenait Juliette, le visage calme, les cheveux tirés en arrière, un petit dossier à la main. À côté d'elle se trouvait un homme en costume gris foncé. Maître Rochefort. Juliette, dit doucement sa mère, d'un ton presque répété. Tu aurais dû appeler. Je l'ai fait, répondit Juliette. Tu as raccroché. Richard apparut derrière elle, la voix basse et tranchante. Tu as fait parler toute la ville. Comprends-tu seulement ce que tu nous as fait? Juliette regarda au-delà de lui, balayant du regard le salon, les meubles parfaits, les photos, la vie qu'on ne lui avait jamais permis de toucher. Puis elle posa le dossier sur la table basse en marbre. Maître Rochefort parla le premier. Monsieur et Madame Dubois, je suis l'avocat de la succession de Henri Rochefort. Je représente votre fille concernant sa fiducie. Le rire de Richard fut bref et amer.
Sa fiducie? Nous la gérons depuis des années. Plus maintenant, dit calmement maître Rochefort. Il ouvrit le dossier et sortit le document estampillé. En vertu de la clause de difficulté de la fiducie de monsieur Rochefort, le contrôle et la propriété plein et entier ont été transférés à mademoiselle Juliette Dubois, avec effet immédiat. Vous n'avez plus accès ni autorité sur les comptes associés. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence. Les mains de Véronique tremblaient. Tu ne peux pas juste. Richard, dit quelque chose. Le visage de Richard devint rouge foncé. C'est ridicule. Vous la manipulez. Maître Rochefort ne s'y a pas. Toutes les transactions effectuées sans son consentement sont en cours d'examen par le tribunal. L'utilisation abusive des actifs de la fiducie constitue un abus financier, une infraction grave. Adrien se leva brusquement. Tu ne vas pas poursuivre tes propres parents, Jus. Juliette se tourna vers lui, la voix ferme. Tu as utilisé la carte le mois dernier pour tes frais de scolarité. Ce n'était pas à toi non plus. Il cligna des yeux. Papa a dit que c'était bon. Je sais, dit-elle. C'est ça le problème. Sa mère essaya un ton différent, doux et larmoyant. Ma chérie, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Ne nous détruisons pas pour de l'argent. Juliette la regarda, quelque chose de vif mais triste derrière ses yeux. Il n'a jamais été question d'argent. Il est question de choix. Vous ne m'en avez simplement jamais laissé un. Maître Rochefort tendit un autre papier, une ordonnance de restriction signée ce matin-là. Pour sa sécurité, mademoiselle Dubois vivra séparément. Vous ne devez pas la contacter directement ou par des tiers. Véronique pâlit. Richard recula en trébuchant dans le fauteuil. Le son du papier frappant la table résonna dans le silence. Ils sont devenus blancs, penserait Juliette plus tard. Non pas sous le choc, mais parce qu'ils se voyaient enfin sous la lumière qu'ils avaient toujours tenté de fuir. C'est toi qui nous as fait ça, dit Richard, la voix tremblante d'une rage qui semblait soudainement petite. Juliette expira, lentement et calmement. Non, vous vous êtes fait ça à vous-même. Elle ramassa son dossier, fit un signe de tête à maître Rochefort et se tourna vers la porte. En sortant, la brise effleura ses cheveux. Le soleil était vif mais chaud, le genre de chaleur qui ne brûle pas. À l'intérieur, les voix de ses parents s'élevèrent colère, déni, peur mais elles s'estompaient. Maître Rochefort tint la porte ouverte. Ça va, demanda-t-il. Juliette sourit faiblement. Pour la première fois. Oui. Il hocha la tête. Tu sais, ton grand-père aurait été fier. Elle regarda la maison une dernière fois. La façade parfaite brillait au soleil, belle et creuse. Il pensait que je ne me défendrais jamais, dit-elle doucement. Mais je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de preuves. Et sur ce, elle descendit les marches du perron, non pas pour s'éloigner d'eux, mais pour se rapprocher d'elle-même. Les semaines suivantes semblèrent irréelles, comme se réveiller d'un long cauchemar intense et essayer de s'adapter à la lumière du jour. Mon nouvel appartement sur la rue du Commerce était petit, des murs nus, des meubles d'occasion. Mais chaque son à l'intérieur m'appartenait. Pas de pas faisant les 100 pas derrière des portes closes. Pas de voix me rappelant de sourire. Juste le doux murmure de la liberté. Chaque matin, la lumière du soleil se glissait à travers les fins rideaux et peignait la pièce en or. Je me faisais un café, m'asseyais près de la fenêtre et respirais l'odeur du pavé mouillé par la pluie. Pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de me précipiter ou que ce soit. Il n'y avait plus de rôle à jouer. Les gros titres sont venus et repartis. Un chef d'entreprise locale fait l'objet d'une enquête pour abus de fiducie. L'article ne mentionnait jamais de nom, mais tout le monde savait. Richard Dubois a pris un congé d'une durée indéterminée de son entreprise. Véronique s'est retirée de ses clubs sociaux. Adrien a perdu sa bourse après que l'incident soit devenu public. Maître Rochefort m'a envoyé l'avis final une semaine plus tard, confirmant que la fiducie était désormais uniquement à mon nom. Le papier semblait lourd dans mes mains, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il symbolisait, la confiance de mon grand-père, enfin honorée. J'ai pensé appeler Madame Lambert pour lui dire que j'étais en sécurité, mais quand j'ai pris le téléphone, j'ai hésité. Certaines personnes vous sauvent simplement en vous montrant la sortie. Vous n'êtes pas obligé de les entraîner dans ce qui suit. À la place, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable. En haut,
j'ai tapé « le coup du silence ». L'histoire ne concernait pas seulement eux. Elle me concernait, moi, et chaque personne qui avait un jour confondu l'obéissance avec la paix. Cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville scintiller au-delà de ma fenêtre, j'ai réalisé que je ne détestais plus ma famille. La haine était encore une sorte d'attache, et j'étais enfin libre. Pendant des années, j'ai cru que le silence me rendait faible. Maintenant, il ressemblait à de la force, celle qui n'a pas besoin de témoins pour être réelle. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une dernière gorgée de café froid et murmuré à la pièce vide, « C'est ça, la liberté ». Ils ont levé leur verre à mon obéissance. Aujourd'hui, je lève le mien à ma liberté. Je ne vis plus dans cette maison, mais parfois, quand le vent tourne, j'entends encore les échos de cette nuit, les rires, le verre qui se brise, le moment où j'ai finalement dit non. Ça ne fait plus mal comme avant. Ça me rappelle juste que chaque fin commence par une personne qui décide que c'en est assez. Je pensais que reprendre mon fonds en fiducie était une vengeance. Ce n'en était pas une. C'était de la survie. C'était la preuve que la paix peut être plus forte que la douleur si vous arrêtez de vous excuser de la vouloir. Si on vous a déjà dit de vous taire, souvenez-vous que votre silence n'est pas leur propriété. Parlez, avancez, reconstruisez, même si votre voix tremble. Et si cette histoire ressemble à la vôtre, racontez-la. Quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir que c'est possible.